Le 16 août 2025, à 4 heures. Heure, 57 camions d'armes sont stoppés. Cette interception, assez vaste pour ravitailler une armée entière, renverse le récit en quelques minutes. Le Burkina Faso n'est plus seulement une cible, mais un État qui montre qu'il peut lire des signaux faibles, verrouiller un corridor et forcer un réseau à laisser des traces. Que révèle pour vous cette guerre invisible autour d'Ibrahim Traoré quand l'ennemi finance, planifie et teste des routes sans tirer un seul coup? Et surtout, si celui-ci a été stoppé à temps, combien d'autres convois, plus discrets, ont peut-être déjà franchi la frontière? Ce récit ne promet pas un suspense artificiel, mais une lecture utile de ce qui est réellement en jeu depuis la nuit du 16 août. Il s'agit de comprendre, en termes concrets, comment un événement apparemment ponctuel redéfinit des équilibres de sécurité, de souveraineté et de confiance, bien au-delà d'une frontière précise. Pour le public, le bénéfice est clair. Disposer de repères simples pour lire une crise complexe sans slogan ni dramatisation inutile. L'enjeu dépasse largement la saisie elle-même. Si un convoi d'une telle ampleur a pu être préparé, financé et presque acheminé, alors la question centrale devient structurelle. Comment un État déjà sous pression peut-il identifier les menaces avant qu'elles ne se matérialisent? Dans ce cadre, les choix opérés par Ibrahim Traoré et son appareil sécuritaire servent au moins à désigner des coupables qu'à tester une méthode. Ce qui se joue ici touche à 3 niveaux simultanés. La capacité d'un pays à se protéger, la stabilité d'une région entière et la crédibilité d'institutions confrontées à des adversaires invisibles mais organisés. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà réduire leur pouvoir de surprise. La révélation centrale tombe très tôt. Le convoi du 16 août n'était ni improvisé ni isolé, et un seul chiffre suffit à le comprendre. 57 camions, capables d'armer une force entière, indiquant une préparation longue, testée et pensée pour submerger les défenses sans bataille ouverte. Cette donnée change immédiatement la lecture. On ne parle plus de trafic opportuniste, mais d'une manœuvre stratégique. À partir de là, Ibrahim Traoré et les équipes de sécurité comprennent que l'interception n'est pas la fin de l'histoire, mais son véritable début. Pour mesurer la portée de l'événement, il faut replacer le Burkina Faso dans son environnement réel. Le pays évolue depuis plusieurs années dans un espace régional fragmenté où les frontières sont longues, poreuses et traversées par des flux légaux et clandestins difficiles à distinguer. Dans ce contexte, les réseaux armés ne fonctionnent plus comme des groupes isolés, mais comme des systèmes logistiques complexes, capables de déplacer armes, financements et informations sur plusieurs milliers de kilomètres. Les premières analyses balistiques confirment cette logique. Les armes saisies ne proviennent pas d'une source unique, mais de plusieurs zones de conflit différentes. Cette diversité indique une chaîne d'approvisionnement résiliente, conçue pour continuer à fonctionner, même si un maillon est neutralisé. En parallèle, les enquêteurs identifient un itinéraire soigneusement calibré, déjà utilisé, testé et ajusté pour éviter les contrôles classiques. Rien n'a été laissé au hasard. C'est ici que la lecture politique devient incontournable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la sécurité immédiate. Il s'agit de comprendre comment un réseau a pu approcher aussi près sans déclencher d'alerte majeure. L'interception agit alors comme un révélateur brutal des vulnérabilités internes autant que des pressions extérieures. Le récit bascule. La question n'est plus seulement ce qui a été stoppé, mais ce qui a failli passer inaperçu. Le récit prend un visage précis au 3e jour de l'enquête, lorsque le nom du capitaine Moussa Kaboré émerge des rapports internes. Ce n'est ni un stratège de cabinet, ni une figure médiatique, mais un officier de terrain confronté à une décision sans filet. Dans la nuit du 16 août, face à un convoi dont l'allure ne correspond à aucun schéma habituel, il choisit d'ordonner l'arrêt, malgré l'absence de certitude formelle. Ce choix, apparemment simple, devient le point d'inflexion de toute la séquence. Son témoignage éclaire la mécanique concrète de l'interception. Le silence inhabituel sur l'axe routier,
la progression anormalement lente des camions, l'absence de communication radio claire, autant d'indices faibles qui, pris isolément, n'auraient pas suffi. C'est leur accumulation, combinée à l'expérience du terrain, qui déclenche l'action. En quelques minutes, une intuition se transforme en décision opérationnelle, puis en verrouillage progressif du corridor. À Ouagadougou, l'effet est immédiat. Les centres de commandement reçoivent les premiers rapports, croisent les données disponibles et confirment que l'événement dépasse un simple contrôle routier. Le général Zerbo coordonne alors la réponse institutionnelle. Mobilisation ciblée, sécurisation des axes secondaires et transmission rapide de l'information aux autorités politiques. Cette synchronisation entre initiative locale et réaction centrale évite l'effet domino qu'un retard aurait pu provoquer. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette articulation. Plutôt que de dramatiser l'événement, il impose une lecture méthodique, documenter, vérifier, puis agir. Cette posture transforme un acte individuel en signal stratégique. Le message implicite est clair. La sécurité ne repose pas uniquement sur des plans, mais sur la capacité de chaque maillon à assumer sa responsabilité au moment critique. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'un seul choix peut, à lui seul, redessiner l'équilibre national. Avant le 16 août, le convoi n'existe que comme une hypothèse enfouie dans des flux logistiques ordinaires. Des camions franchissent des frontières, des documents circulent, des sociétés écrans assurent la continuité administrative. Rien ne signale une urgence. Les itinéraires ont été testés, ajustés, puis validés. Les horaires se sont choisis pour éviter les pics de surveillance. À ce stade, le réseau fonctionne sur un principe simple, se fondre dans le bruit normal du commerce régional. Puis vient la rupture. À 4 heures du matin, l'arrêt ordonné sur la route sud agit comme un déclencheur brutal. En quelques minutes, ce qui devait rester invisible devient un objet d'attention nationale. Les premiers chest controls confirment que la cargaison dépasse largement les seuils habituels du trafic d'armes. L'information remonte par paliers successifs, chaque niveau de validation réduisant la marge d'erreur. L'événement bascule d'un incident local à une alerte stratégique. La montée en tension est rapide. À Ouagadougou, les cellules opérationnelles s'activent presque simultanément. Les flux financiers sont examinés. Les bases de données croisées. Les communications passées au crible. Un message circule, bref et sans équivoque. Le convoi n'était probablement pas seul. Cette phrase suffit à changer l'échelle de la réponse. Les forces spéciales sont mises en alerte, les corridors terrestres sont verrouillés et les points de stockage potentiels deviennent des cibles prioritaires. Dans les heures qui suivent, la dynamique s'accélère. Des perquisitions sont lancées sur plusieurs sites, révélant des stocks complémentaires et confirmant l'existence d'une architecture clandestine plus vaste. Chaque découverte ajoute une couche de cohérence au tableau général. Les enquêteurs établissent ainsi des liens entre entrepôts, intermédiaires et structures administratives situées hors du territoire. Ce qui semblait être une livraison unique prend la forme d'un système organisé. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Refusant les déclarations spectaculaires, il impose une ligne claire, accumuler des preuves, consolider les faits, puis exposer la logique d'ensemble. Cette retenue évite l'escalade verbale tout en renforçant la crédibilité institutionnelle. L'événement cesse d'être une séquence émotionnelle pour devenir un dossier structuré. Le choc médiatique, lui, se propage rapidement. Les images des 57 camions alignés circulent dans tout le pays, suscitant à la fois stupeur et fierté. Pour la population, la chronologie est simple. Une menace approchait, elle a été arrêtée. Pour les autorités, la lecture est plus lourde. Si cette ligne a été franchie une fois, elle peut l'être à nouveau. La saisie marque donc moins une fin qu'un point de non-retour dans la manière d'appréhender la sécurité nationale. L'analyse chiffrée apporte une clarté que le récit seul ne peut fournir. Le premier indicateur, brut et structurant, est le volume intercepté. 57 camions chargés d'armes
et de munitions. Ce nombre ne décrit pas seulement une saisie exceptionnelle, il fixe un seuil opérationnel. À cette échelle, la logistique n'est plus opportuniste. Elle suppose des fournisseurs multiples, des contrats intermédiaires, des capacités de stockage et une coordination capable de synchroniser des dizaines de véhicules sur un même corridor sans attirer l'attention. Le second chiffre redéfinit l'impact humain potentiel. Les estimations issues des rapports consolidés indiquent qu'un tel convoi aurait permis d'armer environ 40 000 combattants. Cette projection transforme l'événement en scénario de basculement. Il ne s'agissait pas de renforcer marginalement des groupes armés existants, mais de créer les conditions d'une déflagration simultanée sur plusieurs zones du territoire. Ce seuil humain explique pourquoi l'interception est immédiatement traitée comme une alerte nationale majeure. Le troisième chiffre révèle la profondeur financière du dispositif. Les enquêteurs identifient un Usazo 3 milliards de dollars, fragmenté en 40, et un compte réparti sur 7 juridictions. Cette dispersion n'est pas aléatoire. Elle vise à contourner les mécanismes de détection classiques, en fractionnant les flux en montants suffisamment faibles pour ne pas déclencher de signaux automatiques. Ce montage financier témoigne d'une expertise avancée et d'un accès à des réseaux bancaires internationaux. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent un modèle cohérent. Le financement alimente la logistique soutient la capacité militaire, et l'ensemble reste suffisamment cloisonné pour masquer l'intention finale. Les analyses balistiques renforcent cette lecture. La diversité des provenances d'armes montre que le réseau ne dépendait d'aucun fournisseur unique, réduisant ainsi sa vulnérabilité à une rupture d'approvisionnement. Pour Ibrahim Traoré, ces données jouent un rôle décisif. Elles permettent de déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la démonstration. Les chiffres ne servent pas à impressionner, mais à établir une chaîne de causalité vérifiable. Ils montrent comment un État peut être fragilisé sans affrontement direct par l'accumulation progressive de capacités invisibles. Cette lecture quantitative change aussi la nature de la riposte. Si la menace est systémique, alors la réponse ne peut être ponctuelle. Les services burkinabés s'orientent vers une fusion accrue des bases de données et une surveillance proactive des flux, financiers comme logistiques. L'objectif devient clair, détecter plus tôt ce que ces chiffres ont révélé trop tardivement cette fois-ci. Deux interprétations concurrentes émergent rapidement au sein des institutions, des cercles d'analyse et d'une partie de l'opinion. La première considère la saisie du 16 août comme la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Les partisans de cette lecture soulignent la cohérence logistique, la fragmentation financière sophistiquée et la diversité des provenances d'armes. Selon eux, un tel niveau d'organisation ne peut résulter d'un simple trafic opportuniste. Il suppose une intention stratégique claire, créer un choc rapide, simultané et difficile à contenir. Dans cette perspective, le Burkina Faso aurait échappé de justesse à une offensive hybride pensée sur le temps long. La seconde lecture adopte une posture plus sceptique. Elle ne nie pas l'ampleur du convoi, mais questionne les conditions internes qui ont permis à une opération de cette taille d'approcher aussi près de la frontière sans déclencher d'alerte précoce. Pour ces analystes, l'événement met surtout en lumière des failles administratives, une porosité ancienne des corridors et un risque d'emballement narratif. Ils estiment que l'ampleur internationale du complot a pu être perçue plus rapidement que démontrée, dans un contexte où l'opinion et les institutions étaient déjà sous tension. L'arbitrage crédible ne peut venir que d'une vérification indépendante. C'est ce rôle qu'assument les inspecteurs du Centre africain de sécurité régionale lorsqu'ils examinent les scellés, la traçabilité des armes, la cohérence des marquages et la logique logistique globale. Leurs conclusions ne tranchent pas en faveur d'un seul camp, mais combinent les deux lectures. Les preuves matérielles confirment l'existence d'un réseau transnational organisé, tout en révélant des vulnérabilités internes qui ont facilité sa progression. Cette synthèse est déterminante.
Elle évite le piège d'une explication unique et permet une réponse plus robuste. Pour Ibrahim Traoré, reconnaître simultanément la pression extérieure et les failles internes renforce la crédibilité de l'État. Cela ouvre un espace d'action plus large. Combattre les réseaux sans nier la nécessité de réformes internes. C'est précisément cette double lecture, exigeante mais moins confortable, qui prépare le terrain de la révélation suivante. La bascule intervient lorsque l'enquête franchit un seuil politique inattendu. Après plusieurs jours de recoupement, Ibrahim Traoré révèle publiquement que les auteurs du réseau ne se contentaient pas d'acheminer des armes. Ils avaient préparé l'après. Cette information, concise et volontairement factuelle, modifie instantanément la nature du dossier. La menace n'était pas seulement militaire ou logistique, elle était institutionnelle. Les ordinateurs saisis lors des perquisitions confirment cette orientation. Les enquêteurs y découvrent des portefeuilles ministériels déjà attribués, des projets de décrets rédigés à l'avance et un calendrier précis des premières annonces publiques prévues après le chaos. Tout indique une tentative de substitution politique planifiée, prête à être activée 48 heures après le basculement sécuritaire attendu. Le convoi du 16 août apparaît alors comme une pièce d'un ensemble plus vaste, conçu pour provoquer un vide de pouvoir contrôlé. Cette révélation change la perception collective. Il ne s'agit plus de se demander si le pays a évité une attaque, mais de comprendre qu'il a échappé à une réécriture complète de son avenir. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu devient clair, démontrer que les institutions légitimes n'ont pas seulement résisté, mais qu'elles ont identifié et neutralisé un projet de remplacement. À ce stade, le récit cesse d'être défensif. Il entre dans une phase de recomposition, où chaque décision prise après le 16 août produit désormais un effet politique mesurable. Les effets de l'affaire du 16 août se déploient rapidement sur 4 plans distincts, chacun révélant une facette concrète de la recomposition en cours. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de neutraliser une menace, mais d'en gérer les répercussions visibles, durables et parfois contradictoires. Pour les citoyens, la première conséquence est psychologique. La peur diffuse, nourrie par des années d'insécurité régionale, laisse place à une vigilance active. Les images des 57 camions interceptés provoquent d'abord un choc, puis un soulagement maîtrisé. Dans les quartiers urbains, comme dans les zones rurales, le récit partagé est simple. Quelque chose de grave a été évité. Les radios locales, les écoles et les associations relaient des explications factuelles, cherchant moins à glorifier l'événement qu'à le comprendre. Cette clarté, portée par une communication sobre, renforce un sentiment de participation collective à la sécurité nationale. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus ambivalent. Dans les premières heures, plusieurs projets sont suspendus par prudence. Les investisseurs craignent une instabilité prolongée. Pourtant, un mouvement inverse apparaît rapidement à l'intérieur du pays. Les banques constatent une augmentation notable des dépôts domestiques, signe d'une confiance interne qui se replie vers le système national plutôt que de se retirer. Les petites entreprises, après une phase d'attente, recommencent paulatimement à planifier. L'événement agit comme un test. Il fragilise à court terme, mais clarifie à moyen terme le cadre de décision. Sur le plan diplomatique, la réaction internationale est contrastée. Certaines chancelleries exigent des clarifications détaillées. D'autres expriment des réserves sur la portée politique des arrestations. En parallèle, les États du Sahel, Mali, Niger, Guinée, publient un communiqué commun affirmant qu'une attaque contre le Burkina Faso constitue une menace contre l'ensemble de la région. Cette polarisation repositionne Ouagadougou comme un point de référence en matière de souveraineté assumée. Ibrahim Traoré adopte alors une ligne constante, démontrer par les faits, éviter l'escalade verbale et maintenir le dialogue sans céder sur l'autonomie stratégique. Enfin, au niveau régional, les conséquences sont structurelles. Les documents saisis indiquent que le Burkina Faso n'était que la première cible d'un projet plus large. Cette révélation accélère la coopération sécuritaire, échange de renseignements,
patrouilles mixtes, réunions stratégiques régulières. Le Sahel commence à fonctionner moins comme un ensemble d'États juxtaposés que comme une communauté de destin confrontée à des menaces communes. Chaque coordination réussie réduit la probabilité d'un effet domino. À l'intersection de ces quatre dynamiques, une conclusion s'impose. L'événement du 16 août n'a pas seulement été contenu. Il a modifié les comportements, les attentes et les alliances. Pour Ibrahim Traoré, cette phase marque le passage d'une gestion de crise à une gestion des conséquences, où la crédibilité se construit jour après jour, dans la durée. À partir des mêmes données initiales, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent un cadre pour penser les choix et leurs effets possibles, sans supposer de certitude ni de rupture automatique. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Le Burkina Faso consolide ses dispositifs de sécurité, maintient une vigilance élevée et poursuit une coopération régionale fonctionnelle, mais mesurée. L'activité économique reprend progressivement, portée par l'agriculture et les échanges internes, tandis que les investissements étrangers reviennent lentement, sous conditions. La pression diplomatique demeure, sans toutefois se transformer en confrontation ouverte. Dans cette trajectoire, le pays avance avec retenue, en gérant une menace latente, sans basculement majeur. Le scénario favorable s'appuie sur un approfondissement rapide de la coordination régionale. Les États du Sahel institutionnalisent leurs échanges de renseignements et mettent en place des mécanismes opérationnels communs. Cette dynamique améliore la prévention des menaces transfrontalières et renforce la position du Burkina Faso dans les négociations internationales. La clarté sécuritaire relance certains secteurs économiques, notamment les infrastructures et les ressources extractives. Les réformes engagées après le 16 août gagnent en crédibilité, créant un cercle vertueux entre stabilité et confiance. Le scénario critique envisage une pression extérieure accrue. Des restrictions économiques, des campagnes de désinformation et une raréfaction des financements internationaux fragilisent la reprise. Les tensions internes augmentent nourries par l'incertitude et la fatigue sociale. Les institutions doivent alors gérer simultanément des défis sécuritaires, économiques et politiques, avec un risque de fragmentation du consensus national. La gestion de la crise devient plus coûteuse et plus complexe. Entre ces trajectoires, un principe de lecture s'impose. Les données ne dictent pas une issue unique, mais elles montrent que la cohérence des décisions, plus que leur rapidité, conditionnera l'évolution réelle. Penser en scénario permet d'agir sans illusion de contrôle, mais sans passivité non plus. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, l'affaire du 16 août se traduit par des effets concrets sur des groupes qui n'occupent pas le devant de la scène politique, mais qui vivent les conséquences au quotidien. 3 ensembles se distinguent par leurs attentes et leurs interrogations spécifiques. Pour les citoyens, la question centrale reste simple et persistante. La sécurité s'est-elle réellement améliorée ? La saisie spectaculaire a d'abord provoqué un choc, suivi d'un soulagement mesuré. Mais très vite, l'attention se déplace vers la durée. Les habitants veulent comprendre comment une vigilance exceptionnelle peut devenir une routine fiable, sans militariser la vie quotidienne. Les échanges dans les marchés, les transports ou les radios locales montrent une attente claire. Être informé sans être alarmé et associé sans être instrumentalisé. La confiance dépend ici de la continuité et de la clarté. Pour les acteurs économiques, l'impact était d'abord d'une affaire de lisibilité. Les petites entreprises cherchent à savoir si leurs activités peuvent reprendre sans interruption imprévisible. Les plus grandes évaluent que la solidité du cadre réglementaire et sécuritaire avant de relancer des investissements suspendus. La crise agit comme un révélateur. Elle rappelle la fragilité de certains équilibres, mais elle montre aussi que des réponses coordonnées peuvent réduire l'incertitude. Ce groupe attend moins des annonces que des signaux cohérents dans le temps. Pour la jeunesse et les institutions éducatives, l'événement a un effet inattendu. Dans les écoles
et les universités, il suscite une curiosité civique nouvelle. Les discussions portent sur la souveraineté, la responsabilité collective et le rôle des décisions publiques. Les jeunes ne demandent pas un récit héroïque, mais une explication intelligible qui relie un événement lointain sur une route frontalière à leur avenir concret. À travers ces attentes diverses, un point commun émerge. La cohésion ne naît pas spontanément. Elle se construit lorsque l'État explique les risques avec franchise et lorsque la société peut y répondre avec maturité. C'est dans cet espace partagé que se joue la suite. Après la phase de choc et d'analyse, l'État burkinabé entre dans un temps plus discret mais décisif, celui de l'organisation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réponse ne se limite pas à empêcher la répétition d'un événement similaire, mais cherche à transformer l'alerte du 16 août en méthode durable. Cette feuille de route repose sur des actions identifiées, des acteurs désignés et des critères d'évaluation explicites. Le premier axe concerne le contrôle des corridors sensibles. Des unités mixtes, associant armée et douane, sont déployées de manière continue sur les axes les plus exposés. L'objectif n'est pas de multiplier les barrages visibles, mais de réduire significativement les flux non déclarés grâce à une présence ciblée et mobile. Le succès se mesure ici par la baisse des interceptions tardives au profit de détections en amont. Le deuxième axe porte sur l'intégration de l'information. Les bases de données de la police, de l'armée, des douanes et des cellules cyber sont progressivement fusionnées. Cette interconnexion vise à faire émerger plutôt les signaux faibles, financiers ou logistiques, qui précèdent les opérations clandestines. Le critère clé n'est pas la quantité de données, mais la vitesse de recoupement. Un troisième axe introduit une dimension symbolique et sociale. Une partie des armes saisies est détruite, et les ressources issues de ces opérations sont réaffectées à des projets visibles, comme des écoles ou des dispensaires. Cette démarche crée un lien tangible entre sécurité et bien-être collectif, renforçant l'adhésion citoyenne. Le quatrième axe s'inscrit sur le plan diplomatique et régional. Les réseaux de coopération avec les États du Sahel sont renforcés, formalisant des échanges réguliers et des mécanismes communs de prévention. Enfin, un cinquième chantier concerne la participation citoyenne, à travers des campagnes d'intégrité et de signalement précoce, conçues pour documenter sans stigmatiser. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route répond à une logique simple, rendre la résilience mesurable. La crise n'est plus seulement un souvenir, mais un point de départ structurant. Lorsque l'intensité retombe, une image continue de traverser tous les récits, celle d'une route silencieuse, avant l'aube, et d'un officier qui choisit d'arrêter un convoi malgré l'incertitude. Cette scène de la nuit du 16 août n'est pas devenue un symbole par hasard. Elle concentre ce que l'affaire a révélé de plus durable. La souveraineté ne se manifeste pas seulement dans les discours, mais dans des décisions prises à temps, loin des projecteurs. Avec le recul, cet instant suspendu apparaît comme le premier maillon d'une chaîne plus large. Sans ce choix initial, il n'y aurait eu ni enquête approfondie, ni révélation politique, ni recomposition régionale. La force du récit tient précisément à cette continuité entre l'acte individuel et la réponse collective. Chaque étape a prolongé la précédente, sans rupture spectaculaire, mais avec une cohérence progressive. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette ligne narrative sans la personnaliser excessivement. Son rôle n'est pas celui d'un héros isolé, mais d'un point d'équilibre entre vigilance, retenue et méthode. En assumant la temporalité longue plutôt que l'effet immédiat, il transforme une crise évitée en repère stratégique pour l'avenir. Ce rappel est essentiel, car il replace l'émotion à sa juste place, non comme un outil de mobilisation instantanée, mais comme une mémoire active. La nuit du 16 août ne marque pas une victoire définitive. Elle rappelle qu'un pays tient parfois à une décision discrète, prise avant que le bruit ne commence. Et au fond, quand elle est partagée, la vigilance devient une force silencieuse.
Ce qui s'est joué le 16 août dépasse le cadre d'un succès sécuritaire ponctuel. L'épisode agit comme un miroir tendu à toute société confrontée à des menaces diffuses. Comment protéger sans se refermer? Comment expliquer sans simplifier? Comment agir sans céder à la peur? Le Burkina Faso a montré qu'une réponse fondée sur des faits, des preuves et une temporalité maîtrisée peut modifier le cours d'événements qui semblaient écrits d'avance. Dans cette dynamique, le rôle des institutions ne suffit pas. La vigilance décrite tout au long de ce récit n'est efficace que lorsqu'elle circule entre l'État et la société. Les citoyens qui signalent, les acteurs économiques qui s'adaptent, les jeunes qui questionnent et comprennent participent tous à la même architecture invisible. Ibrahim Traoré, en privilégiant une parole mesurée et documentée, a posé un cadre. Mais ce cadre ne tient que s'il est habité collectivement. L'enjeu, désormais, n'est pas de célébrer une nuit passée, mais de tirer des enseignements durables. Chaque pays, chaque communauté fait face à ses propres zones d'ombre et à ses propres lignes de faille. La question reste donc ouverte et elle concerne chacun. Comment renforcer la souveraineté sans rompre le dialogue intérieur qui la rend légitime ?